Alors, l'histoire s'intitule Le guêpier. John Harrison sortit sur la terrasse et contempla un moment le jardin, qui s'étalait à ses pieds. Un homme puissant au visage émacié et de teint verdâtre. Habituellement, il affichait une mine sévère, mais lorsque, comme à cet instant, ses traits s'adoucissaient, dans un sourire, il dégageait beaucoup de charme. John Harrison aimait son jardin, plus beau que jamais dans cette tiède soirée d'août. Les rosiers grimpants étaient superbes. Les pois de senteur embaumaient l'air. Un grincement fit se retourner le rêveur. Qui venait de pousser la barrière du jardin? Une minute plus tard, le visage d'Harrison reflétait un profond étonnement, car le personnage vêtu en dandy qui s'avançait vers lui était bien le dernier qu'il s'attendait à rencontrer en cet endroit. Monsieur Poirot, quelle heureuse surprise! Il s'agissait bien, en effet, du fameux détective Hercule Poirot, dont la réputation était connue du monde entier. Oui, c'est moi, vous m'avez dit un jour, si vous passez dans la région, venez me voir. Je vous ai pris au mot, me voici. J'en suis ravi, s'exclama spontanément Harrison. Asseyez-vous et prenons un verre. Il montra sous la véranda une table supportant diverses bouteilles. Poirot se laissa tomber dans un fauteuil d'osier. Merci. N'avez-vous pas de sirop? Non? Pas d'importance, je prendrai un peu de soda. Sans whisky. Il ajouta avec dépit, tandis que son hôte déplaçait un verre à sa portée. Hélas, mes moustaches sont molles. Cela vient de la chaleur. Qu'est-ce qui vous amène dans ce coin tranquille? Un voyage d'agrément? Non, mon ami, je poursuis une enquête. Dans cet endroit isolé? Mais oui, tous les méfaits ne sont pas commis au milieu de la foule, vous savez. Son interlocuteur rit. Ma remarque était stupide. Sur quel crime enquêtez-vous par ici? À moins que ce soit une question qu'on ne doive pas poser. Si, je préfère que nous en parlions. Intrigué, Harrison contempla le détective. L'affaire est-elle sérieuse? Des plus sérieuses. Vous voulez dire... Il s'agit d'un meurtre. Le ton d'Hercule Poirot frappa Harrison, et le regard qu'il fixait sur lui le déconcerta. Il dut s'imposer un effort pour articuler. Je n'ai cependant pas entendu parler de meurtre dans mon entourage. Cela ne me surprend pas. Qui a été assassiné? Jusqu'à présent, personne. Je ne comprends pas. Ce qui explique votre ignorance. J'enquête sur un crime pas encore perpétré. Impossible. Pas du tout. S'il m'est donné de découvrir la preuve qu'un crime va être commis, c'est certainement préférable, car alors j'ai de grandes chances de le prévenir. Voyons, monsieur Poirot, je ne comprends pas. Un crime dans ce patelin, c'est absurde. Mais inévitable, à moins que nous n'agissions à temps. Nous? Je vais avoir besoin de votre aide. À nouveau, Poirot le fixa avec insistance, et Harrison se troubla sans qu'il sût pourquoi. Je suis ici, monsieur Harrison, parce que vous m'êtes sympathique. Il ajouta en indiquant un arbre dans le jardin. Je vois que vous avez un guêpier là-bas. Vous devriez le détruire. Ce brusque changement de conversation surprit Harrison, qui fronça le sourcil. Il suivit le regard du détective. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, ou plutôt le jeune Langton s'en chargera à ma place. Vous vous souvenez de Claude Langton? Il se trouvait au repas, au cours duquel nous avons fait connaissance. Il m'a proposé de venir se débarrasser du nid ce soir. À l'entendre, il est habitué à ce genre de travail. Comment s'y prendra-t-il? Il arrosera le nid d'essence à l'aide d'une seringue de jardin. Il apportera sa propre seringue, la mienne étant trop petite. Il y a un autre moyen, le cyanure de potassium. Je sais, mais il n'est pas très prudent de garder ce produit chez soi. C'est en effet un poison mortel. Il resta un moment silencieux, puis répéta. Un poison mortel. Très utile pour se débarrasser des belles-mères, hein? Il rit. Poirot ne l'imita pas. Vous êtes certain que M. Langton va détruire votre nid de guêpes avec de l'essence? Absolument, pourquoi? Cet après-midi, je me trouvais chez le pharmacien de Barchester, où, pour un achat, j'ai dû signer le livre de poison, et j'y ai remarqué la dernière inscription. Il s'agissait de cyanure de potassium acheté par Claude Langton. Langton m'a pourtant affirmé qu'il ne toucherait jamais à ce produit, dont il désapprouvait l'emploi pour la destruction d'un guêpier. Poirot contempla les roses. D'une voix neutre, il s'enquit. « Éprouvez-vous de la sympathie pour Langton ?» La question surprit Harrison, qui bégaya.
Ma foi, naturellement. Pourquoi? Simple curiosité. Comme son interlocuteur ne répondait pas, il poursuivit. Je me demande s'il est animé du même sentiment à votre égard. Où voulez-vous en venir, monsieur Poirot? Vous avez une idée derrière la tête? Je vais être franc. Vous êtes fiancé à Miss Molly Dean, une jeune personne charmante et extrêmement jolie. Avant vos fiançailles, elle était sur le point d'épouser Claude Langton, qu'elle a laissé tomber pour vous. Harrison approuva d'un signe de tête. Je ne cherche pas à m'expliquer ces raisons. Elles sont probablement justifiées. Mais il n'est pas exagéré de supposer que Langton n'a ni oublié ni pardonné. Je vous jure que vous faites fausse route, monsieur Poirot. Langton a réagi en sportif, il s'est étonnamment bien conduit et m'a même conservé son amitié. Et cela ne vous semble pas étrange? Vous avez employé le mot étonnamment. Cependant, vous ne paraissez pas étonné. Que voulez-vous dire? Un homme peut très bien dissimuler sa haine jusqu'au moment qu'il jugera propice. Sa haine? Harrison hocha la tête et sourit. Le petit détective s'emporta. Les Anglais sont stupides. Ils s'imaginent qu'ils détiennent le pouvoir de tromper tout le monde, mais que personne ne peut leur rendre l'appareil. Le sportif, le bon type. Ils ne penseront jamais le moindre mal de lui, et parce qu'ils sont braves et stupides, ils meurent inutilement. Vous essayez de me prévenir, je comprends à présent. Vous êtes venu ici dans le but de me mettre en garde contre Claude Langton. Poirot inclina la tête et son vis-à-vis se dressa d'un bond. Vous commettez une grave erreur de jugement, monsieur Poirot. Nous sommes en Angleterre ici, et les prétendants malchanceux ne plantent pas de couteau dans le dos de leurs rivaux heureux, ni ils s'abaissent à les empoisonner. Vous vous méprenez totalement sur le compte de Langton. Ce garçon ne ferait pas de mal à une mouche. La vie des mouches ne me concerne en rien. Toutefois, alors que vous soutenez que M. Langton ne tuerait pas une mouche, il se prépare ce soir à détruire des milliers de guêpes. Harrison ne répondit pas. À son tour, le petit détective se leva et vint poser une main sur l'épaule de son ami. Il se trouvait dans une agitation telle qu'il secoua presque l'homme de haute stature. « Réveillez-vous, mon ami, réveillez-vous et regardez là-bas, sur le glacis, à l'abri de ce tronc d'arbre. Vous voyez les guêpes, regagnant leur domaine, calmes et somnolentes après leur journée de travail. Dans un peu moins d'une heure, leur domaine sera détruit, et pourtant, elles ne soupçonnent rien. Personne n'est là pour les avertir. Apparemment, elles n'ont pas un Hercule Poirot. Je vous le dis, monsieur Harrison, le crime est mon affaire, avant ou après qu'il ait été perpétré. À quelle heure monsieur Langton vient-il pour détruire le nid de guêpes? Langton n'irait jamais. À quelle heure? 9 heures. Mais je maintiens que vous vous trompez. Langton n'irait jamais. C'est anglais. Poirot saisit son chapeau et sa canne et s'enfuit le long de l'allée, s'arrêtant à mi-chemin pour remarquer: je ne reste pas pour discuter de cette affaire plus avant. Cela ne pourrait que m'exaspérer. Mais soyez persuadé que je reviendrai à 9 heures. Harrison ouvrit la bouche, mais le détective ne le laissa pas le temps de parler. Je sais ce que vous allez me dire. Langton ne ferait jamais une chose pareille, etc., etc. Ah, il n'oserait pas. N'empêche que je reviens à 9 heures. Cela m'intéressera beaucoup de le voir détruire un guêpier. Un autre de vos sports anglais, j'imagine. Sans attendre de réponse, il reprit sa marche et poussa la barrière qui grinçait. Une fois sur la route, son pas ralentit. Sa vivacité disparut. Son visage se fit grave et tourmenté. Il tira sa montre de sa poche. 8h10. Un peu plus de 3/4 d'heure à attendre, murmura-t-il. Je me demande si je n'aurais pas été mieux inspiré de rester. Il s'arrêta, sur le point de retourner les talons. Un vague pressentiment l'assaillit. Il reprit sa marche vers le village. Cependant, son expression anxieuse ne le quitta pas, et une ou deux fois il hocha la tête comme un homme à demi satisfait. Un peu avant 9 heures, il se retrouvait à proximité de la propriété de son ami. La soirée était claire, calme. Aucune brise n'agitait les feuilles des arbres. Il y avait quelque chose de sinistre dans l'immobilité ambiante, un peu comme l'accalmie qui précède un orage. Poirot pressa le pas. Il se sentait soudain inquiet et incertain, craignant il ne savait trop quoi. À ce moment, la barrière fut poussée et Claude Langton apparut avançant à grandes enjambées. Il sursauta en apercevant Poirot. « Oh, bonsoir. »« Bonsoir, monsieur Langton. Vous êtes en avance. »« Je vous demande pardon. Vous avez détruit le nid de guêpes ? Ma foi, non. »
Oh, qu'avez-vous donc fait? J'ai bavardé un moment avec le vieux Harrison, il faut absolument que je me dépêche à présent. Je ne savais pas que vous demeuriez dans la région, monsieur Poirot. J'y ai une affaire à régler. Ah, eh bien, vous trouverez Harrison sur la terrasse, excusez-moi, je ne puis rester davantage. Il s'éloigna à pas pressés. Poirot observa sa silhouette qui allait disparaître. Un jeune homme nerveux, beau gosse, mais à la bouche molle. Ainsi, je trouverai Harrison sur la terrasse. Je me le demande. Il passa la barrière et remonta l'allée. Harrison, assis près de la table, sous la véranda, ne bougeait pas. Il ne tourna même pas la tête à l'approche de Poirot. Ah, mon ami, vous êtes sain et sauf, n'est-ce pas? Eh! Au bout d'un long silence, Harrison s'enquit d'une voix étrange. Que disiez-vous? J'ai dit vous êtes sain et sauf. Sain et sauf? Pourquoi je ne le serais pas? Vous ne présentez pas d'effets pernicieux? J'en suis ravi. De quoi parlez-vous? De carbonate de soude. Harrison se redressa brusquement. Carbonate de soude? Que signifient vos paroles? Le petit détective eut un geste d'excuse. Je regrette infiniment, mais j'en avais mis dans votre poche. Mais enfin, dans quel but? Devant son interlocuteur ahuri, Poirot annonça d'un ton posé, tel un professeur lisant une leçon difficile à un élève. Vous voyez, un des avantages ou désavantages d'être détective est que l'on est mis en contact avec des criminels. Et ces personnages peuvent nous apprendre des choses assez curieuses, très intéressantes. J'ai rencontré un jour un pickpocket qui, pour une fois, n'avait pas commis le méfait dont on l'accusait. Ayant réussi à prouver son innocence, il me remercia de la seule façon qu'il connaissait, en m'apprenant des trucs de sa profession. Et de ce fait, j'ai acquis le don de fouiller les poches de la victime que je choisis sans que cette dernière ne se doute de quoi que ce soit. Je pose une main sur son épaule, je m'agite, je crie, et il ne réalise rien. Je sais aussi faire passer le contenu de sa poche dans mon propre vêtement, en le remplaçant par autre chose. Dans le cas présent, du bicarbonate de soude. Vous voyez, continua-t-il d'un ton rêveur, si un homme désire mettre facilement la main sur du poison avec l'intention de le verser dans un verre, sans être remarqué, il le garde nécessairement dans la poche droite de son veston. Ayant abouti à cette conclusion, je n'eus aucun mal à réussir mon petit escamotage. Il sortit de sa poche quelques grains de cristaux blancs qu'il contempla en murmurant. Il est extrêmement imprudent de transporter du cyanure de potassium de cette manière. Calmement, il sortit d'une autre de ses poches une bouteille à large goulot, dans laquelle il laissa tomber les cristaux, remplit le flacon d'eau, le boucha et le secoua jusqu'à ce que les petits grains blancs se soient dissous. Harrison observait son manège fasciné. Satisfait du résultat, Poirot alla près de l'arbre qui abritait le nid. Il déboucha la bouteille, tourna la tête et versa le liquide dans le guêpier. Puis, se reculant d'un pas, il observa la scène. Quelques guêpes qui regagnaient le seuil de leur domaine furent agitées d'un soubresaut et tombèrent foudroyées. D'autres sortirent du trou en rampant pour mourir aussitôt. Poirot hocha la tête et revint dans la véranda. Une mort rapide, remarqua-t-il simplement. Harrison retrouva l'usage de la parole pour le questionner. Que savez-vous au juste? Comme je vous le disais, j'ai remarqué le nom de Claude Langton sur le livre des poisons. Ce que je ne vous ai pas confié, c'est qu'un peu plus tard, je le rencontrai par hasard. Il m'apprit qu'il avait acheté du cyanure de potassium sur votre demande pour détruire un nid de guêpes. Cela m'étonna un peu, me rappelant qu'au dîner dont vous parliez, vous aviez vanté les mérites de l'essence et réprouvé l'emploi du cyanure de potassium trop dangereux à votre avis. Continuez. J'ai observé Claude Langton et Molly Dean alors qu'ils se croyaient à l'abri des regards indiscrets. Je ne sais sur quelle querelle d'amoureux ils s'étaient brouillés et ce qui poussa la jeune fille à se jeter dans vos bras, mais à les voir, j'ai tout de suite compris que la mésentente était oubliée et que Miss Dean revenait à son amour. Et puis, je savais encore autre chose, mon ami. Récemment de passage dans Harley Street, je vous ai aperçu alors que vous sortiez de chez un médecin dont je connais la spécialité. J'ai vu l'expression que reflétait votre visage. Je ne l'ai remarqué qu'une fois ou deux dans ma vie. Pourtant, je ne puis l'oublier. Vous ressembliez à un homme qui vient d'entendre sa condamnation à mort. Je ne me trompe pas.
On m'a donné 2 mois. Vous ne m'avez pas reconnu parce que vous aviez d'autres idées en tête. J'ai lu encore dans votre regard un sentiment que les hommes cherchent généralement à dissimuler, la haine. Vous, vous ne cherchiez pas à la dissimuler, car vous ne vous saviez pas observer. Continuez. Il n'y a plus beaucoup à dire. Passons aujourd'hui dans la région, j'ai remarqué par hasard le nom de Langton dans le livre du pharmacien. Et comme je vous le disais, je l'ai rencontré avant de vous rendre visite. Je vous ai tendu des pièges. Vous avez nié avoir demandé à Langton d'acheter du cyanure, ou plutôt vous avez joué la surprise. Ma visite vous a tout d'abord déconcerté, mais bien vite vous avez réalisé à quel point mon témoignage arrangerait les choses et vous avez encouragé mes soupçons. Je savais par Langton lui-même qu'il devait venir ici à 8h30. Vous m'avez dit 9h, pensant que j'arriverais pour constater les dégâts. Pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi? Poirot se redressa. Je vous l'ai déjà dit, le meurtre est mon affaire. Meurtre? Vous voulez dire suicide? Oh non, je dis bien meurtre. Votre mort devait être rapide et facile, mais celle que vous réserviez à Langton est la pire que doive endurer un homme. Il a acheté le poison. Il vient vous voir, et il reste seul avec vous. Vous mourrez brusquement, et le cyanure est trouvé dans votre verre. Et Claude Langton devra payer de sa vie. C'était bien cela votre plan. À nouveau, Harrison gémit. Pourquoi êtes-vous venu? Parce que c'était mon devoir. Cependant, j'étais poussé par une autre raison. Vous m'étiez sympathique. Écoutez, Harrison, vous êtes atteint d'un mal incurable. Vous avez perdu la jeune fille que vous aimiez. Et vous n'avez pas l'étoffe d'un criminel. Dites-moi à présent, êtes-vous soulagé ou regrettez-vous encore que je sois venu? Après un long silence, Harrison se redressa. Son visage reflétait une nouvelle expression, celle de la dignité d'un homme qui vient de surmonter sa lâcheté. Il tendit la main à travers la table. Dieu merci, vous êtes arrivé à temps, monsieur Poirot. Fin. L'histoire s'intitule Le mystère de Hunter's Lodge. Mon cher Hastings, je comprends que je ne vais pas mourir cette fois-ci, murmura Poirot. Cette remarque optimiste d'un malade atteint de la terrible grippe était d'un heureux effet. J'avais le premier souffert de cette maladie, et Poirot n'y avait pas échappé. Il était maintenant assis sur son lit, appuyé sur de nombreux oreillers, la tête émergeant d'un châle de laine, et il buvait lentement une tisane que j'avais soigneusement préparée d'après ses instructions. Eh bien oui, continua mon ami, je vais redevenir moi-même le grand Hercule Poirot, la terreur des malfaiteurs. Et vous êtes une personnalité, Poirot, et heureusement pour vous, vous n'avez manqué dernièrement aucune affaire intéressante. C'est vrai, je n'ai pas à regretter les quelques cas que j'ai refusés. À cet instant, la propriétaire entra. Il y a en bas un monsieur qui veut absolument voir monsieur Poirot. Ou vous, capitaine Hastings. Il a l'air très grand. Voici sa carte. Elle me tendit le Bristol et je lus. Monsieur Roger Havering. Poirot dirigea ses regards vers la bibliothèque. Immédiatement, je compris ce qu'il voulait et lui tendis le Gotha. Il le feuilleta rapidement. Deuxième fils du 5e baron Windsor, épousant en 1913 Zoé, 4e fille de William Crabbe. Dis-je, je crois bien que c'est elle qui jouait au théâtre. Frivolity. Mais elle se faisait appeler Zoé Carisbrook. Je me souviens qu'elle épousa un jeune homme de la société avant la guerre. Voulez-vous aller voir ce que désire ce visiteur, Hastings? Excusez-moi auprès de lui. Roger Havering était un homme d'environ 40 ans, grand et très élégant, mais ses traits étaient contractés et ses yeux hagards. Je compris immédiatement qu'il était en proie à une terrible agitation. Capitaine Hastings, vous êtes le collaborateur de M. Poirot, n'est-ce pas? Il faut absolument qu'il vienne avec moi, dans le Derbyshire, aujourd'hui. Je suis navré, monsieur, mais c'est impossible, répliquai-je. Poirot est au lit avec la grippe. Oh mon Dieu, murmura-t-il, découragé. Cela est un coup terrible pour moi. Je comptais tant sur lui. C'est donc une affaire très sérieuse. Oh oui, mon oncle, le meilleur ami que j'avais sur terre, a été assassiné la nuit dernière. À Londres? Non, dans le Derbyshire. J'étais à Londres, et j'ai reçu un télégramme de ma femme ce matin. C'est pourquoi je suis venu tout de suite prier M. Poirot de prendre l'affaire en main. Excusez-moi un instant, je vous prie, dis-je, frappé par une idée lumineuse. Je montai l'escalier 4 à 4
Et en quelques mots, je mis Poirot au courant de la situation. Il ne me laissa pas achever. Je comprends. Vous voulez y aller vous-même, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi pas? Je pense que maintenant vous connaissez ma méthode. Tout ce que je vous demande, c'est de me faire un rapport chaque jour et de suivre à la lettre les instructions que je vous télégraphierai. Je fus d'accord avec lui et partis. 1 heure plus tard, je quittai Londres, assis en face de M. Havering, dans un compartiment de première classe de Midland Railway. Pour commencer, capitaine Hastings, il faut que je vous explique que Hunter's Lodge, le lieu du drame, est un petit chalet de chasse au milieu des marais du Derbyshire. Notre domicile habituel est près de Newmarket, et nous louons généralement un appartement en ville pour la saison. Hunter's Lodge est entretenu par une femme de charge qui suffit bien à nous servir seule quand nous y allons passer un week-end. Bien entendu, pendant la chasse, quand nous emmenons nos domestiques de Newmarket, mon oncle, M. Harrington Pace, vous savez probablement que ma mère était une demoiselle Pace de New York, habite avec nous depuis 3 ans. Il ne s'est jamais bien accordé, ni avec mon père, ni avec mon frère aîné. Mais il me témoignait une grande affection. Je suis pauvre et mon oncle était très riche. Enfin, il nous aidait beaucoup. De plus, sa compagnie était agréable. Nous nous entendions très bien tous les 3. Il y a 2 jours, il se sentit fatigué de la vie mouvementée de la ville et nous proposa de passer 2 ou 3 jours à Hunter's Lodge. Ma femme télégraphia à Madame Middleton, la femme de charge, et nous partîmes aussitôt. Hier, je fus obligé de revenir à Londres, mais ma femme et mon oncle restèrent ce matin. J'ai reçu ce télégramme. Il me le tendit. Venez tout de suite. Oncle Harrington assassiné hier soir. Amenez bon détective si possible. Mais venez vite. Zoé. Et vous n'avez aucun détail? Non. À 3 heures, nous arrivâmes à la gare de Elmersdale. Là, nous prîmes une auto, car 5 kilomètres nous séparaient encore de Hunter's Lodge. En arrivant à cette maison de pierre grise, seul au milieu des marais, je ne pus m'empêcher de frissonner. Comme c'est triste, murmurai-je. Je vais essayer de m'en débarrasser, répondit Havering. Jamais plus je ne pourrai vivre dans cette maison. Il ouvrit la grille, et nous longions l'étroit sentier qui conduit à la maison, lorsqu'une silhouette familière apparut et vint à notre rencontre. « Japp » m'écriai-je. L'inspecteur de Scotland Yard me fit un petit signe amical avant de s'adresser à mon compagnon. « Monsieur Havering, je suppose. Je suis envoyé de Londres pour m'occuper de cette affaire, et j'aimerais vous parler un instant, s'il vous plaît. »« Ma femme. Je l'ai vue, monsieur, ainsi que la femme de charge. Je ne vous retiendrai qu'un instant, mais il me tarde de retourner au village à présent que j'ai vu tout ce qui pouvait m'intéresser ici. »« Je ne sais rien. » »« Évidemment, reprit Japp, mais néanmoins je serais heureux d'avoir votre opinion sur 1 ou 2 petites choses. Le capitaine Hastings va aller annoncer votre arrivée à Madame Havering. Au fait, qu'avez-vous fait de votre petit ami, capitaine? Il a la grippe. Ah oui, je suis navré. Vous voir ici sans lui me fait penser un peu à une voiture sans son cheval, n'est-ce pas? Sur cette obligeante réflexion, je me dirigeai vers la maison. Je sonnai, car Japp avait refermé la porte derrière lui. Au bout de quelques instants, une femme d'environ 50 ans, vêtue de noir, m'ouvrit. « Monsieur Havering sera ici dans quelques instants, expliquai-je. Il est retenu par l'inspecteur. Je suis venu de Londres, avec votre maître, pour l'aider dans ses recherches. Vous allez peut-être pouvoir me dire en quelques mots ce qui est arrivé la nuit dernière. Entrez donc, monsieur. » Elle referma la porte derrière moi, et c'est dans un hall assez sombre qu'elle me parla. Un homme est venu hier soir après dîner. Il m'a dit qu'il voulait voir M. Pace, et je l'ai fait entrer dans le bureau, où M. Havering range ses fusils. Il n'a pas voulu me dire son nom. Sur le moment, je n'y ai pas attaché d'importance, mais maintenant, cela me paraît un peu étrange. Je suis allé prévenir M. Pace, qui sembla étonné de cette visite tardive. Il a simplement dit à madame « Excusez-moi, Zoé. Il faut que j'aille voir ce que me veut cet homme. » Puis, il est entré dans le bureau, et je suis retourné à la cuisine. Quelques minutes après, j'ai entendu un bruit de querelle, et je suis sorti dans le couloir. Au même instant, madame est sortie, elle aussi. Et c'est alors que nous entendîmes une détonation, puis un silence de mort. Nous nous sommes précipités vers le bureau, mais la porte était fermée à clé. Nous avons été obligés de passer par la fenêtre qui était ouverte. À l'intérieur, M. Pace gisait au milieu d'une mare de sang. Et qu'était devenu le visiteur? Il se sera certainement enfui par la fenêtre, monsieur, avant que nous ayons le temps d'arriver. Et après, Madame Havering m'a envoyé chercher la police. Il y avait 5 kilomètres de marche à faire. Les policiers sont revenus avec moi et le chef a passé la nuit à la maison. L'inspecteur de Londres est arrivé ce matin.
Cet homme qui vint voir M. Pace, comment était-il? La femme de charge réfléchit un instant. Il avait une barbe noire, monsieur, paraissait avoir 40 ans, 50 au plus. Il portait un pardessus clair. Ce qui m'a le plus frappé, c'est son accent américain. Très bien, merci. Pourrais-je voir Madame Havering? Elle est en haut, monsieur. Dois-je l'appeler? S'il vous plaît, dites-lui que monsieur Havering est dans le jardin avec l'inspecteur Japp et que le monsieur qui l'a amené de Londres serait heureux de lui parler le plus tôt possible. Entendu, monsieur. Madame Havering ne se fit pas attendre longtemps. J'entendis bientôt un pas léger qui descendait l'escalier, et en levant la tête, je vis une jolie jeune femme s'avancer vers moi. Elle était vêtue d'un pull au vert rouge feu et d'un chapeau de même teinte, qui essayait merveilleusement à sa physionomie, éveillée et vivante. Même la tragédie qui venait de se dérouler presque sous ses yeux n'avait pas réussi à diminuer la puissance de vie qui semblait émaner d'elle. « Oh, mais j'ai souvent entendu parler de vous et de votre collègue, monsieur Poirot, dit-elle. Vous avez fait ensemble des choses admirables. Je suis ravie que mon mari ait pu vous atteindre aussi rapidement. Maintenant, désirez-vous me poser quelques questions? C'est le meilleur moyen d'apprendre tout ce dont vous avez besoin sur cette pénible affaire, n'est-ce pas? En effet, madame. Pouvez-vous me dire à quelle heure cet homme est arrivé? Il devait être 9 heures. Nous avions fini de dîner et prenions le café en fumant une cigarette. Votre mari était déjà parti pour Londres? Oui, il est parti par le train de 6h15. Est-il allé à pied ou en auto à la gare? Notre auto n'est pas ici. Une voiture du garage de Elmersdale est venue le chercher pour le conduire à la gare. Monsieur Pace était-il dans son état normal? Oh, très normal, à tout point de vue. Maintenant, madame, serait-ce possible de me décrire le visiteur? Malheureusement, non, je ne l'ai pas vu. Madame Middleton l'a fait entrer directement dans le bureau et est venue prévenir mon oncle. Et qu'a dit votre oncle? Il a paru assez contrarié, mais cependant, il est allé tout de suite voir cet homme. C'est à peu près au bout de 5 minutes que j'ai entendu les voix s'élever. Je me suis précipité dans le hall au moment même où madame Middleton sortait de la cuisine. À cet instant, nous avons entendu le coup de fusil. La porte du bureau était fermée à clé de l'intérieur, et nous avons dû entrer par la fenêtre. Naturellement, cela nous prit quelques minutes, qui permirent au meurtrier de s'échapper. Mon pauvre oncle, sa voix se brisa, avait reçu une balle dans la tête. Je vis tout de suite qu'il était mort. J'ai envoyé à madame Middleton chercher la police. J'ai bien pris soin de ne toucher à rien dans la pièce, de tout laisser tel que je l'avais trouvé. Vous avez bien fait. Mes larmes. Je crois pouvoir imaginer ce qui s'est passé, capitaine. 2 revolvers appartenant à mon mari étaient accrochés au mur. L'un d'eux n'y est plus. Je l'ai fait remarquer aux policiers et ils ont emporté l'autre. Quand ils auront pu retirer la balle de la blessure, je suppose qu'ils identifieront l'arme. Puis-je aller dans le bureau? Certainement. La police a terminé dans cette pièce, mais le corps a été enlevé. Elle m'accompagna. À ce moment, Havering entra dans le hall. Avec un mot d'excuse, sa femme courut à lui. Je restai donc seul pour entreprendre mes recherches. Je ne trouvai aucun indice. Seule une immense tache de sang sur le tapis. J'ai examiné tout avec une grande attention et pris 2 photographies de la pièce avec le petit appareil que j'avais emporté. J'ai examiné aussi dans le jardin le terrain à proximité de la fenêtre, mais il avait été tellement piétiné qu'il était inutile de perdre mon temps. Ayant vu tout ce que Hunter's Lodge pouvait me montrer, je ne pouvais plus qu'à retourner à Elmersdale et à me mettre en rapport avec Japp. Je pris donc congé de Havering. Je trouvai Japp à Matlock's Arms, et il m'emmena voir le corps. Harrington Pace était petit, complètement rasé, le vrai type américain. Le coup l'avait atteint derrière la tête et fut, sans aucun doute, tiré de très près. Il se retourna un instant, déclara Japp. Son visiteur arracha un revolver du mur et le tua. Celui que madame Havering nous a confié était chargé, alors je suppose que l'autre l'était également. L'inconscience de certaines personnes est inconcevable. Accrocher 2 revolvers chargés à un mur? Oh non, tout de même. Que pensez-vous de tout cela? Demandai-je quand nous nous fûmes retirés. Pour commencer, je surveille Havering. Oui, ajouta-t-il devant ma stupéfaction. Havering a 1 ou 2 affaires louches dans son passé. Quand il était encore enfant à Oxford, il y eut une histoire au sujet d'un chèque de son père qu'il avait signé. Puis il a beaucoup de dettes en ce moment. Ce sont des dettes qu'il n'aurait pas voulu révéler à son oncle. Oui, j'ouvrirai l'œil sur lui. C'est pourquoi je tenais à lui parler avant qu'il n'ait vu sa femme. Mais leur déclaration concorde très bien. Je suis allé à la gare, il est réellement parti pour le train de 6h15 hier. Cela le menait à Londres vers 10h30.
Il dit être allé directement à son club, et si cela est confirmé, il n'aurait bien entendu pas pu tuer son oncle ici à 9 heures sous l'aspect d'un homme à barbe noire. J'allais justement vous demander ce que vous pensiez de cette barbe. Japp fronça les sourcils. Je pense qu'elle a poussé très vite, pendant les 5 kilomètres qui séparent Elmersdale de Hunter's Lodge. Tous les Américains que j'ai connus étaient rasés. C'est parmi les associés américains de M. Pace qu'il faudra chercher le meurtrier. J'ai interrogé la femme de charge d'abord, puis sa maîtresse, et leurs dépositions ne se contredisent en aucun point. Mais je regrette que Mme Havering n'ait pas pu voir le visiteur. Je me mis à écrire un rapport détaillé à Poirot avant d'expédier ma lettre. Je pus y ajouter quelques renseignements supplémentaires. On avait retiré la balle du cadavre et constaté qu'elle avait été tirée avec un revolver identique à celui qu'avait pris la police dans le bureau de Hunter's Lodge. De plus, tous les déplacements de M. Havering au cours de la nuit précédente avaient été vérifiés, et il fut prouvé qu'il était bien arrivé à Londres par le train désigné. Enfin, une découverte importante venait d'être faite. Un gentleman de Londres, habitant Ealing, avait trouvé ce matin, en traversant le passage à niveau, un paquet enveloppé de papier marron entre les rails. En l'ouvrant, il vit un revolver qu'il s'empressa de remettre à la police du lieu. Quelques heures plus tard, cette arme fut reconnue comme étant bien celle que nous cherchions, semblable à celle que Mme Havering nous avait donnée. Une balle en avait été tirée. Le lendemain matin, pendant que je prenais mon petit déjeuner, je reçus un télégramme de Poirot. Naturellement, l'homme à la barbe noire n'était pas Havering. Il n'y a que vous ou Japp pour avoir une telle idée. Télégraphiez-moi une description, femme de charge, quels habits elle portait hier, ainsi que Mme Havering. Inutile perdre son temps à prendre photo intérieure. Trop posé et pas du tout artistique. Poirot me parut légèrement ironique. Je pensais aussi qu'il était un peu jaloux de moi. Je trouvais sa demande au sujet des habits portés par les deux femmes absolument ridicule. Mais je lui obéis. À 11 heures, la réponse de Poirot arriva. Conseiller Japp arrêté femme de charge, avant qu'il ne soit trop tard. Complètement dérouté, j'allais montrer ce télégramme à Japp. Si M. Poirot dit cela, c'est qu'il y a une raison. J'ai à peine vu cette femme. Je ne sais pas si je peux l'arrêter déjà, mais je vais la faire surveiller. Allons à Hunter's Lodge, tout de suite. Mais il était trop tard. Madame Middleton, cette femme si tranquille et si respectable, avait disparu, laissant sa malle qui ne contenait rien d'anormal, et rien ne pouvait nous révéler son identité. Madame Havering nous dit ce qu'elle savait d'elle. Je l'ai engagée il y a à peu près 3 semaines, nous dit-elle, quand M. Emery, notre précédente femme de charge, nous quitta. Elle me fut indiquée par le bureau de placement de Madame Selbourne, dans Mount Street. C'est de là que me viennent tous mes employés, et de toutes, Madame Middleton me parut la plus gentille. Elle possédait d'ailleurs de très bonnes références. Je l'ai engagée tout de suite, et en ai informé l'agence. Je crois cette femme à l'abri de tout soupçon. Elle était si calme et si douce. Il y avait là un mystère. Il était clair que cette femme n'aurait pu commettre le crime elle-même, puisque Mme Havering était près d'elle quand le coup est parti. Cependant, si elle n'avait pas été mêlée à ce meurtre, pourquoi aurait-elle tourné les talons si brusquement? Je télégraphiai ces dernières nouvelles à Poirot et suggérai de faire une enquête à l'agence de Selbourne. Sa réponse ne tarda pas. Enquête agence inutile, on n'aura jamais entendu parler d'elle. Cherchez quel véhicule la conduisait à Hunter's Lodge le jour de son arrivée. Quoique un peu étonné, je m'exécutai. Les moyens de transport étaient très restreints à Elmersdale. Le garage avait 2 Ford, mais aucune ne fut demandée ce jour-là. Madame Havering expliqua qu'elle avait donné à Madame Middleton suffisamment d'argent pour son voyage jusqu'au Derbyshire et loué une voiture pour la conduire à Hunter's Lodge. Il restait toujours une Ford disponible à la gare de Elmersdale, et personne le soir du meurtre n'avait vu un étranger à barbe noire. On en conclut donc que le visiteur de M. Pace vint directement en auto, repartit de même, et que cette auto devait être celle qui avait amené la femme de charge lorsqu'elle entra au service des Havering. Je dois avouer que les renseignements pris à l'agence de placement démontrèrent que Poirot avait raison. On ne connaissait pas de Madame Middleton. Le directeur avait en effet reçu la demande de l'honorable Madame Havering et lui avait envoyé plusieurs personnes, mais quand celle-ci paya à l'agence, elle oublia de dire qui elle avait choisi. Un peu découragé, je rentrai à Londres, j'y trouvai Poirot dans un fauteuil. Mon ami Hastings, comme je suis heureux de vous voir. Vous vous êtes bien amusé? Vous avez bien trotté avec ce bon Japp. Vous avez interrogé, enquêté tout votre soul? Poirot, dis-je, cette affaire est un profond mystère qui ne sera jamais éclairci. Ce n'est pas cela qui m'embarrasse. Je sais très bien qui a tué Harrington Pace. Vous le savez? Mais comment? Comment l'avez-vous découvert?
Tout simplement parce que vous avez répondu à mes télégrammes. Reprenons les faits ensemble. Voulez-vous? Numéro 1. Monsieur Harrington Pace possède une énorme fortune qui passera sans aucun doute à son neveu. Numéro 2. On sait que son neveu est dans une situation très embarrassante. Numéro 3. On sait aussi que ce neveu n'a pas une conscience très pure. Mais on a la certitude que Roger Havering était à Londres le soir du crime. Oui, puisque M. Havering a quitté Elmersdale à 6h15 et que d'après les déclarations du docteur, M. Pace n'est pas mort avant son départ. Nous en concluons que Havering n'a pas tué son oncle. Mais il y a une Madame Havering, Hastings. Mais ce n'est pas possible, la femme de charge était avec elle, quand le coup de feu fut tiré. Ah oui, la femme de charge. Mais elle a disparu. On la retrouvera. Je ne le pense pas. Il y a quelque chose de bizarre au sujet de cette femme, qui m'a frappé tout de suite, Hastings. Elle avait un rôle à jouer. Et quel rôle? Probablement de laisser entrer l'homme à la barbe noire, répondis-je. Oh non, pas cela. Son rôle était donner un alibi à Madame Havering au moment où le coup fut tiré. Et personne ne la retrouvera, mon ami, parce qu'elle n'existe pas. Que voulez-vous dire, Poirot? Tout simplement que Zoé Havering était une actrice avant son mariage, que vous et Japp n'avez vu la femme de chambre que dans un hall très sombre, une humble silhouette en noir, parlant d'une voix faible. Et enfin, ni vous ni Japp ni personne de la police locale n'a vu ensemble Madame Middleton et sa maîtresse. Mais mon cher Hastings, c'était un jeu d'enfant pour cette intrépide jeune femme. Sous prétexte de prévenir sa maîtresse, elle monte, enfile un pull vert d'une couleur vive et un chapeau assorti auquel sont attachées des boucles brunes. Le phare qui la vieillissait disparaît rapidement, un peu de rouge, un nuage de poudre, et la brillante Zoé Havering descend, reprend sa voix claire et chantante, et joue son autre rôle, le sien cette fois. On ne s'inquiète pas particulièrement de la femme de charge, à quoi bon? Elle ne peut pas être mêlée à la tragédie, elle a aussi un alibi. Mais le revolver que l'on a trouvé à Ealing, ce n'est pas Madame Havering qui a pu l'y déposer. Non, c'est Roger Havering. Mais là, il a commis une faute, qui m'a mis sur sa trace. Un homme qui trouve un revolver à l'endroit même où il commet son crime ne l'emporte pas à Londres. Il le jette n'importe où. Le plus clair de l'affaire, c'est que le criminel voulait à tout prix éloigner la police de Hunter's Lodge, en portant les soupçons hors du Derbyshire. Bien entendu, ce n'est pas avec le revolver trouvé à Ealing que M. Pace a été tué. Roger Havering a tiré une balle avec cette arme pour nous dérouter, l'a emporté à Londres et allait droit à son club pour avoir un alibi. Il est reparti immédiatement pour Ealing par le train de banlieue. Là, il a déposé le paquet à l'endroit où on l'a trouvé et est revenu en ville. La charmante créature qu'est sa femme a tranquillement tué son oncle après le dîner. Vous vous souvenez que la balle l'a atteint derrière la tête. Puis elle a rechargé le revolver, l'a mis à sa place et a commencé à jouer sa petite comédie. C'est incroyable, murmurai-je, fasciné. Et cependant, c'est vrai, mais oui, mon cher, vrai. Quant à faire comparaître ce couple en justice, c'est une autre histoire. J'ai écrit tout cela à Japp. Il faut qu'il fasse tout ce qu'il pourra, mais j'ai bien peur, Hastings, que nous soyons obligés de laisser ces criminels au bon gré du sort, ou du bon Dieu si vous préférez. Poirot avait raison. Il fut impossible d'établir des preuves suffisantes pour permettre l'arrestation des Havering. La grande fortune de M. Pace passa aux mains des assassins. Cependant, elle ne leur porta pas bonheur. Quelque temps après, je lus dans les journaux que Roger et Madame Havering se trouvaient parmi les victimes de l'accident d'avion du courrier Paris-Londres. La justice était satisfaite. Fin. L'histoire s'intitule « Comment poussent vos fleurs ?» Hercule Poirot rassembla son courrier en un petit paquet bien net devant lui. Il prit ensuite la lettre du dessus, en examina l'adresse un instant, puis il détacha délicatement le rabat de l'enveloppe avec un petit coupe-papier qu'il gardait sur sa table du petit déjeuner, spécialement pour cet usage, et en sortit le contenu. À l'intérieur se trouvait une autre enveloppe, soigneusement cachetée à la cire rouge et portant la mention « personnel et confidentiel ». Les sourcils d'Hercule Poirot remontèrent légèrement sur son visage ovoïde. « Patience, nous y arriverons », murmura-t-il, en se servant de nouveau du petit coupe-papier. La deuxième enveloppe contenait une lettre rédigée d'une écriture tremblante et pointue. Plusieurs mots y étaient soulignés d'un gros trait. Hercule Poirot la déplia et la lut. Cette lettre portait elle aussi, en en-tête, la mention « personnel et confidentiel ».
En haut à droite figurait l'adresse de l'expéditeur, Rosebank, Charmans Green Buck, et la date 21 mars. Et le texte était le suivant. Cher Monsieur Poirot, je me permets de vous écrire sur la recommandation d'une vieille amie, très chère, qui sait quel souci et quelle détresse m'accable depuis quelque temps. Toutefois, cette amie n'en connaît pas les raisons profondes, que j'ai préféré garder entièrement pour moi. Cette affaire étant strictement confidentielle, mon ami m'assure que vous êtes la discrétion même et que je n'ai pas à craindre une intervention de la police qui, si mes soupçons sont fondés, me serait très désagréable. Mais il se peut bien sûr que je me trompe totalement. Je n'ai plus l'esprit assez clair aujourd'hui. Souffrant d'insomnie et des séquelles d'une grave maladie contractée l'hiver dernier pour mener moi-même mon enquête, je n'en ai ni les moyens ni la capacité. Par ailleurs, j'insiste une fois de plus sur le fait qu'il s'agit d'une affaire de famille très délicate et que, pour bien des raisons, je vous demanderai peut-être de l'étouffer. Si j'ai une certitude sur les faits, je pourrais prendre moi-même la situation en main, ce qui me paraîtrait préférable. J'espère avoir été clair sur ce point. Si vous voulez bien vous charger de cette enquête, pourriez-vous avoir l'obligeance de me le faire savoir à l'adresse indiquée ci-dessus? Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Amelia Barrowby. Poirot relut la lettre, et de nouveau, il haussa légèrement les sourcils. Il la mit ensuite de côté et passa à l'enveloppe suivante. À 10 heures précises, il entra dans la pièce où Miss Lemon, sa secrétaire particulière, attendait ses instructions pour la journée. Miss Lemon avait 48 ans, et un physique peu engageant. Elle faisait penser à un sac d'os rassemblé au hasard. Sa passion pour l'ordre était presque aussi grande que celle de Poirot lui-même, et bien qu'elle fût parfaitement capable de réfléchir, elle ne le faisait jamais à moins d'en recevoir l'ordre. Poirot lui tendit le courrier du jour. « Veuillez avoir la bonté, mademoiselle, d'envoyer une lettre de refus, rédigée dans des termes appropriés, en réponse à toutes ces demandes. » Miss Lemon passa en revue les différentes lettres, gribouillant au fur et à mesure un petit signe hiéroglyphique sur chacune d'elles. Ces mentions étaient lisibles d'elle seule et rédigées dans un code qui lui était propre. Pommade, gifle, ronron, bref, etc. Lorsqu'elle eut fini, elle hocha la tête puis la releva, attendant d'autres instructions. Poirot lui tendit la lettre d'Amelia Barrowby. Elle l'extirpa de sa double enveloppe, la lut, et jeta un regard interrogateur à son patron. « Oui, monsieur ?» Son crayon était déjà pointé au-dessus de son bloc sténo. « Que pensez-vous de cette lettre, Miss Lemon ?» Avec un léger froncement de sourcils, Miss Lemon reposa son crayon et relut la demande d'Amelia Barrowby. Le contenu d'une lettre ne signifiait rien pour elle, sinon la nécessité de composer une réponse appropriée. Il était très rare que son patron fît appel à elle en tant qu'être humain, plutôt qu'en sa qualité de secrétaire. Et lorsqu'il le faisait, cela l'ennuyait quelque peu, car, si c'était une machine quasiment parfaite, elle se désintéressait totalement des questions humaines. Sa véritable passion dans la vie était la mise au point d'un système de classement idéal, à côté duquel tous les autres n'auraient plus qu'à tomber dans l'oubli. Elle en rêvait même la nuit. Toutefois, Miss Lemon pouvait parfaitement faire preuve d'intelligence pour les questions purement humaines, et Poirot le savait bien. « Alors ?» lui demanda-t-il. « Une vieille femme, commenta-t-elle brièvement. Elle ajouta une expression quelque peu argotique, signifiant que Madame Barrowby avait peur. « Ah, vous pensez qu'elle n'est pas rassurée, dit Poirot. Miss Lemon, qui estimait que Poirot vivait déjà assez longtemps en Grande-Bretagne pour comprendre son argot, ne répondit pas. Elle jeta un bref coup d'œil à la double enveloppe. « Très secrète, poursuivit-elle, et elle ne vous dit rien du tout. »« Oui, répondit Poirot, je m'en suis moi-même rendu compte. » Miss Lemon attendait à nouveau avec espoir, la main levée au-dessus de son bloc sténo. Cette fois Poirot répondit à son attente. « Dites-lui que je lui ferai l'honneur de venir moi-même la voir aux dates et à l'heure qui lui conviendront, à moins qu'elle ne préfère venir me consulter ici. Ne tapez pas la lettre à la machine, écrivez-la à la main. »« Bien, monsieur. » Poirot lui tendit le reste du courrier. « Ce sont des factures. » Miss Lemon les tria rapidement de ses mains efficaces. « Je les paierai toutes, sauf ces deux-là. »« Pourquoi ces deux-là? Elles ne contiennent pas d'erreur. » Elles proviennent de sociétés avec lesquelles vous n'êtes en relation que depuis peu. Cela fait mauvais effet de payer trop rapidement quand on vient juste d'ouvrir un compte. On dirait qu'on cherche à faire une bonne impression pour obtenir un crédit par la suite. « Ah !» murmura Poirot.
Je m'incline devant votre connaissance supérieure des commerçants britanniques. Je n'ignore pratiquement rien d'eux, déclara Miss Lemon d'un ton sévère. La lettre destinée à Amelia Barrowby avait été dûment écrite et envoyée, mais la réponse ne venait toujours pas. Peut-être, pensa Hercule Poirot, la vieille dame avait-elle éclairci elle-même la situation. Il était cependant surpris que, dans ce cas, elle ne lui eût pas envoyé un mot courtois pour l'informer qu'elle n'avait plus besoin de ses services. Ce fut 5 jours plus tard que Miss Lemon, après avoir reçu les instructions du jour, dit à Poirot: « La Miss Barrowby à qui nous avons écrit, pas étonnant qu'elle n'ait pas répondu. Elle est morte. »« Ah !» murmura Poirot. « Elle est morte. » C'était plus une question qu'une réponse. Ouvrant son sac à main, Miss Lemon en sortit une coupure de journal. J'ai vu ça dans le métro et je l'ai arraché. Approuvant mentalement le fait que, bien que Miss Lemon eût employé le terme « arraché », elle avait soigneusement découpé ce qui l'intéressait avec des ciseaux. Poirot lut la publication parue dans la rubrique « État civil » du Morning Post. Le 26 mars, de façon brutale, à Rosebank, Amelia Jane Barrowby est décédée à l'âge de 73 ans, ni fleur ni couronne à la demande de la défunte. Poirot relut les 3 lignes et murmura, comme pour lui-même, de façon brutale. « Si vous voulez bien prendre une lettre, Miss Lemon, » ajouta-t-il ensuite d'un ton vif. Le crayon était déjà prêt à courir sur le papier. Tout en pensant aux finesses d'un système de classement parfait, Miss Lemon prit rapidement et correctement en sténo le texte dicté. « Chère Miss Barrowby, je n'ai pas reçu de réponse de votre part, mais étant donné que je me trouvais à proximité de Charmans Green vendredi, je viendrai vous rendre visite ce jour-là, et nous pourrons discuter plus en détail de l'affaire dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Veuillez agréer, etc. Soyez aimable de taper cette lettre tout de suite. Si vous la postez ce matin, elle devrait parvenir à Charmans Green ce soir. » Le lendemain, une lettre arriva au second courrier de la matinée dans une enveloppe brodée de noir. « Cher monsieur, en réponse à la lettre que vous avez adressée à ma tante, Miss Barrowby, je vous informe que celle-ci est décédée le 26. L'affaire dont vous parlez n'a donc plus d'importance. Je vous prie d'agréer, cher monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Marie de La Fontaine. » Poirot esquissa un sourire. « Plus d'importance, c'est ce que nous allons voir. En avant, direction Charmans Green. » La maison Rosebank semblait bien porter son nom, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des habitations de classe et de caractère semblables. Hercule Poirot s'arrêta au milieu de l'allée qui conduisait à la porte d'entrée, pour jeter un regard admiratif aux jolies plates-bandes qui l'abordaient. Il y avait là des rosiers qui promettaient une belle floraison d'ici quelques mois, des jonquilles, des tulipes précoces et des jacinthes bleues. Il remarqua que les dernières plates-bandes étaient partiellement brodées de coquillages. Comment est-ce déjà cette ronde que chantent les petits Anglais? Madame Mary, comme c'est joli. Comment poussent donc vos fleurs? Au cœur des coquilles de Clovis et des petites clochettes, avec tout autour de folles soubrettes. Il n'y en a peut-être pas tout autour, pensa Poirot, mais voilà du moins une jolie soubrette pour donner un sens à cette petite ronde. La porte d'entrée s'était ouverte et une jeune domestique en coiffe et tablier blanc, considérée d'un air hésitant cet étranger à grosse moustache, qui parlait tout seul au milieu de l'allée. Comme Poirot l'avait remarqué, c'était une jolie petite servante aux yeux bleus, tout ronds et aux joues roses. Poirot souleva poliment son chapeau et lui dit: « Excusez-moi, mais est-ce bien ici que vit Miss Amelia Barrowby ?» La jeune fille eut un léger sursaut, et ses yeux s'arrondirent davantage. « Oh, monsieur, vous n'êtes pas au courant? Elle est morte. C'est arrivé si brutalement, mardi soir. » Elle hésitait et tiraillait entre 2 instincts. Le premier, la méfiance à l'égard d'un étranger. Le second, le plaisir si cher aux gens de son espèce de s'étendre sur des sujets tels que la maladie et la mort. « Je suis sidéré d'apprendre cette nouvelle, » dit Poirot hypocritement. « J'avais rendez-vous avec elle aujourd'hui. Mais pourrais-je voir l'autre dame qui vit ici ?» La petite bonne sembla hésiter. « La patronne? Ma foi, vous pourriez peut-être la voir, mais je ne sais pas si elle acceptera de vous recevoir. »« Elle me recevra, » déclara Poirot en tendant sa carte. Son ton autoritaire fit son effet. La jeune fille recula et fit entrer Poirot dans un petit salon, situé à droite de l'entrée. Puis, la carte de visite à la main, elle partit chercher sa patronne. Poirot jeta un regard circulaire sur la pièce. C'était un petit salon meublé de façon tout à fait conventionnelle,
Papier peint crème bordé en haut d'une frise, cretonne de couleur indéfinie, coussins et rideaux roses, et une foule de petites statuettes et autres bibelots en porcelaine. Il n'y avait rien de particulier dans la pièce qui indiquât une personnalité bien définie. Soudain, Poirot, qui avait les sens acérés, sentit des yeux posés sur lui. Il fit volte-face et découvrit une jeune fille debout sur le seuil de la porte-fenêtre. Une jeune fille de petite taille, au teint olivâtre, aux cheveux d'un noir de jais et au regard soupçonneux. Elle rentra dans la pièce, et tandis que Poirot s'inclinait, elle lui demanda d'un ton brusque: « Pourquoi êtes-vous venu ?» Poirot ne répondit pas. Il se contenta de lever les sourcils. « Vous n'êtes pas avocat ?»« Si. » Son anglais était bon, mais on ne pouvait pas la prendre un instant pour une Anglaise. « Pourquoi devrais-je en être un, mademoiselle ?» La jeune fille regarda Poirot d'un air sombre. « Je pensais que vous en étiez peut-être un, et que vous étiez venu pour me dire qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. J'ai entendu parler de ce genre de choses, l'intimidation. C'est bien comme cela qu'on l'appelle, n'est-ce pas? Mais c'est faux. Elle voulait que j'hérite de son argent, et je l'aurai. S'il le faut même, je prendrai un avocat. L'argent est à moi. Elle l'a écrit dans son testament, et il en serait ainsi. » Elle était hideuse, le menton projeté en avant, les yeux étincelants de colère. La porte s'ouvrit et une grande femme entra. « Katrina !» La jeune fille se tassa sur elle-même, rougit, marmonna quelques mots et sortit par la porte-fenêtre. Poirot se tourna vers la nouvelle venue qui, d'un seul mot, avait pris si efficacement la situation en main. Il y avait dans sa voix de l'autorité, du mépris, en même temps d'une pointe d'ironie. Poirot comprit aussitôt que c'était la maîtresse de maison, Marie de La Fontaine. « Monsieur Poirot, je vous ai écrit. Vous n'avez pas dû recevoir ma lettre. À vrai dire, j'étais absent de Londres. » « Oh, je vois, cela explique tout. Mais il faut que je me présente. Je suis madame de La Fontaine, et voici mon mari. Miss Barrowby était ma tante. » Monsieur de La Fontaine était entré si discrètement que son arrivée était passée inaperçue. C'était un homme de haute stature, aux cheveux grisonnants, et à l'air indécis. Il se tripotait le menton nerveusement et jetait de fréquents coups d'œil à sa femme, attendant manifestement qu'elle prenne l'initiative de la conversation. « Je suis absolument navré de venir vous importuner en plein deuil, » dit Poirot. « Vous ne pouviez pas le deviner, » répondit madame de La Fontaine. « Ma tante est morte mardi soir. Cela s'est produit de façon tout à fait inattendue. »« Oui, tout à fait inattendue, » renchérit monsieur de La Fontaine. « Un rude coup, » ajouta-t-il en regardant la porte-fenêtre par laquelle était sortie la jeune étrangère. « Je vous prie à nouveau de m'excuser, » dit Poirot, « et je vais vous laisser. » Il fit un pas en direction de la porte. « Un instant, » s'écria monsieur de La Fontaine. « Vous aviez rendez-vous avec tante Amélia, dites-vous ? » ?»« C'est exact. »« Peut-être pourriez-vous nous dire de quoi il s'agissait, » suggéra madame de La Fontaine. « Si nous pouvons faire quoi que ce soit. » « C'était une question d'ordre personnel, » répondit Poirot. « Je suis détective, » ajouta-t-il simplement. Monsieur de La Fontaine renversa la statuette en porcelaine qu'il tripotait. Quant à sa femme, elle paraissait intriguée. « Détective ? Et vous aviez rendez-vous avec tante Amélia ? C'est incroyable. » Madame de La Fontaine regardait fixement Poirot. « Ne pouvez-vous nous en dire un peu plus long, monsieur Poirot ? C'est si extraordinaire. » Poirot resta silencieux un moment avant de déclarer en choisissant ses mots. « Il m'est difficile, madame, de savoir ce que je dois dire. »« Dites-moi, » intervint monsieur de La Fontaine. « Elle n'a pas parlé de Russes, non ?»« De Russes ? Oui, vous savez, les bolchos, les rouges et tout ça. »« Ne sois pas ridicule, Henri, » lui dit sa femme. Monsieur de La Fontaine sembla se tasser sur lui-même. « Désolé, je me posais simplement la question. » Marie de La Fontaine regarda Poirot droit dans les yeux. Les siens étaient très bleus, de la couleur des myosotis. « Si vous pouviez nous en dire davantage, monsieur Poirot, je vous en serais très reconnaissante. Je vous assure que j'ai de bonnes raisons de le demander. » Monsieur de La Fontaine paraissait inquiet. « Allons, Marie, cela ne veut peut-être rien dire. » Cette fois encore, sa femme le fit taire d'un regard. « Alors, monsieur Poirot ?» Lentement, gravement, Hercule Poirot secoua la tête négativement. Il la secouait avec un regret manifeste, mais il la secouait tout de même. « Pour l'instant, madame, répondit-il, je crains de ne rien pouvoir vous dire. » Il s'inclina, ramassa son chapeau et se dirigea vers la porte.
Marie de La Fontaine le rejoignit dans l'entrée. Arrivé sur le perron, il s'arrêta et la regarda. « Vous aimez votre jardin, je pense, madame. »« Moi ? Oui, je passe beaucoup de temps à m'en occuper. Je vous fais mes compliments. » Poirot s'inclina de nouveau et descendit l'allée qui conduisait au portail. Au moment où il passait celui-ci et tournait sur la droite, il jeta un coup d'œil en arrière et enregistra deux impressions. Un visage au teint olivâtre l'observait d'une fenêtre du premier étage, et un homme à la démarche raide des militaires faisait les 100 pas sur le trottoir d'en face. Hercule Poirot hocha la tête. C'est évident, il y a anguille sous roche. Que dois-je donc faire à présent? La décision qu'il prit le conduisit au bureau de poste le plus proche. De là, il passa plusieurs coups de téléphone, dont le résultat s'avéra satisfaisant. Il prit ensuite le chemin du commissariat de police de Charmans Green, où il demanda à voir l'inspecteur Sims. L'inspecteur Sims était un grand gaillard aux manières cordiales. « Monsieur Poirot, c'est ce qu'il me semblait. Je viens d'avoir un coup de téléphone du sergent-chef. Il m'a dit que vous deviez passer. Venez dans mon bureau. » Après avoir fermé la porte, l'inspecteur indiqua une chaise à Poirot, s'installa à son tour et interrogea du regard son visiteur. « Vous êtes très rapide, monsieur Poirot. Vous venez nous voir à propos de cette affaire de Rosebank, avant même que nous sachions si elle nécessite une enquête. Comment êtes-vous au courant ?» Poirot sortit la lettre qu'il avait reçue et la tendit à l'inspecteur. Ce dernier la lut avec un intérêt manifeste. « Intéressant, commenta-t-il. L'ennui, c'est que cela peut vouloir dire bien des choses. Dommage qu'elle n'ait pas été plus explicite. Cela nous aurait aidé dans notre tâche actuelle. Ou vous n'auriez pas eu besoin d'aide. Que voulez-vous dire? Qu'elle serait peut-être encore en vie. Vous allez aussi loin que ça? Ma foi, vous avez peut-être raison. Je vous en prie, inspecteur, racontez-moi ce qui s'est passé. Je ne sais rien du tout. Oh, c'est très simple. La vieille dame s'est sentie mal après le dîner mardi soir. État très alarmant, convulsions, spasmes et je ne sais quoi. Ils ont envoyé chercher le docteur, mais quand il est arrivé, elle était déjà morte. La cause apparente serait une crise cardiaque, mais le toubib n'était pas satisfait. Il hésitait à se prononcer et il a pris des gants avec la famille. Mais il leur a bien fait comprendre qu'il ne pouvait pas délivrer de permis d'inhumer. Pour ce qui est de la famille, voilà où en sont les choses. Ils attendent le résultat de l'autopsie. Nous en sommes un peu plus loin. Le toubib nous a tout de suite fait part de ses soupçons. Lui et le médecin légiste ont procédé à l'autopsie ensemble, et le résultat ne fait aucun doute. La vieille dame a succombé à l'absorption d'une dose massive de strychnine. Ah ah! Eh oui, c'est une sale affaire. Le problème, c'est de savoir qui la lui a donnée. Elle a dû lui être administrée très peu de temps avant que survienne la mort. La première hypothèse était qu'on l'a mélangée à sa nourriture au dîner. Mais franchement, cela paraît impossible. Ils ont mangé de la soupe d'artichaut, servie dans une soupière, un pain de poisson et de la tarte aux pommes. Il y avait Miss Barrowby, Monsieur de La Fontaine et Madame de La Fontaine. Miss Barrowby avait une sorte de garde-malade, une fille à moitié russe, mais elle ne mangeait pas à table avec la famille. Elle avait droit au reste, qui venait de la salle à manger. Il y a aussi la domestique, mais c'était son soir de sortie. Elle a laissé la soupe sur le fourneau et le pain de poisson dans le four. La tarte aux pommes était froide. Tous trois ont mangé la même chose, et en dehors de cela, je ne pense pas qu'on puisse faire ingurgiter de la strychnine à quelqu'un de cette façon. C'est terriblement amer. Le toubib m'a dit que ça se sentait, même dans une solution à 1 millième ou quelque chose comme ça. Dans le café, c'est déjà plus faisable, mais la vieille dame n'en buvait jamais. Je vois ce que vous voulez dire. La difficulté paraît en effet insurmontable. Qu'a bu Miss Barrowby au repas? De l'eau. De mieux en mieux. C'est un sacré casse-tête, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle avait de l'argent, cette vieille dame? Elle était assez riche, je crois. Bien sûr, nous n'avons pas encore les détails. En revanche, les de La Fontaine ne roulent pas sur l'or. D'après ce que j'ai compris, la vieille dame participait à l'entretien de la maison. Poirot esquissa un petit sourire. Vous soupçonnez donc les de La Fontaine. Lequel des deux? Je ne dis pas que je les soupçonne particulièrement, mais voilà les faits. C'étaient ses seuls parents, et sa mort leur apporte une jolie somme, j'en suis sûr. Nous connaissons tous la nature humaine. Parfois inhumaine, oui, c'est tout à fait vrai. Et la vieille dame n'a rien bu ou mangé d'autre? Eh bien, à vrai dire... Ah, voilà, je sentais bien que vous ne m'aviez pas tout dit. La soupe, le pain de poisson, la tarte aux pommes,
Bagatelle. Nous arriverons enfin au nœud de l'affaire. Je ne sais pas, mais il se trouve que la vieille demoiselle prenait un cachet avant le repas. Pas une pilule ou un comprimé, vous savez. Une de ces gélules en papier de riz qui contiennent de la poudre. Un médicament tout à fait banal pour la digestion. Magnifique. Rien n'est plus simple que de remplir une gélule de strychnine et de la mettre à la place d'une autre. Cela descend avec une gorgée d'eau et l'on n'en sent pas le goût. C'est juste. L'ennui, c'est que c'est la jeune fille qui lui a donné sa gélule. La Russe? Oui, Katrina Rieger. Elle servait de femme de peine garde-malade à Miss Barrowby. Celle-ci était d'ailleurs très exigeante, je crois. Apportez-moi ci, apportez-moi ça, frottez-moi le dos, donnez-moi mon médicament, faites un saut chez le pharmacien, et le tout à l'avenant. Vous savez comment sont les vieilles dames. Elles ne font pas ça par méchanceté, mais ce qu'il leur faut, c'est une sorte d'esclave. Poirot sourit. Mais voilà le hic, poursuivit l'inspecteur Sims. En ce qui concerne la fille, cela ne colle pas très bien. Pourquoi irait-elle l'empoisonner? Miss Barrowby morte, elle perd sa place. Or, il n'est pas facile pour elle d'en trouver une autre. Elle n'a aucun diplôme, aucune formation. N'empêche, déclara Poirot, que si la boîte de cachet traînait sur une table, n'importe qui dans la maison aurait pu opérer la substitution. Nous ne négligeons pas cette possibilité, monsieur Poirot. Je peux vous dire que nous menons notre petite enquête, discrètement, si vous voyez ce que je veux dire, pour savoir quand l'ordonnance a été établie, où était généralement rangé ce médicament, etc. La patience et de gros travaux de débroussaillage, c'est grâce à cela que nous arriverons à notre fin. Il y a aussi le notaire de Miss Barrowby. J'ai rendez-vous avec lui demain. Et son banquier. Il reste encore beaucoup à faire. Poirot se leva. Faites-moi plaisir, inspecteur Sims. Tenez-moi au courant de l'évolution de l'enquête. Vous me feriez là une très grande faveur. Voici mon numéro de téléphone. Mais certainement, monsieur Poirot. 2 têtes valent mieux qu'une, et d'ailleurs, il est tout à fait normal que vous soyez tenu au courant étant donné que vous avez reçu cette lettre. Vous êtes trop aimable, l'inspecteur. Poirot serra poliment la main de l'inspecteur et prit congé. Il reçut un coup de téléphone le lendemain après-midi. « Allô, monsieur Poirot? L'inspecteur Sims à l'appareil. Les choses commencent à prendre tournure en ce qui concerne l'affaire dont vous et moi avons parlé. Vraiment? Racontez-moi cela, je vous en prie. Eh bien, ceci est l'élément numéro 1, et pas des moindres. Miss B a laissé un petit héritage à sa nièce et légué tout le reste à K, à titre de remerciement pour sa gentillesse et ses bons soins. C'est ce qui est écrit. Voilà qui change pas mal de choses. Une image surgit dans l'esprit de Poirot, celle d'un visage renfrogné disant d'une voix passionnée « L'argent est à moi ». Elle l'a écrit dans son testament, et il en sera ainsi. Cet héritage ne serait pas une surprise pour Katrina, elle était déjà au courant. Élément numéro 2, poursuivit l'inspecteur Sims. Personne d'autre que K n'a touché à la gélule. Vous en êtes sûr? La jeune fille elle-même ne le nie pas. Qu'en pensez-vous? C'est extrêmement intéressant. Il ne nous reste plus qu'une chose à découvrir, la façon dont elle s'est procurée la strychnine. Cela ne devrait pas être très difficile. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas encore arrivé. J'ai tout juste commencé à m'en occuper. L'enquête judiciaire n'a eu lieu que ce matin. Et qu'est-ce qu'elle a donné? Elle a été remise à la huitaine. Et la jeune mademoiselle K? Je l'ai fait mettre en détention préventive. Je ne veux pas prendre de risques. Elle pourrait avoir dans le pays des amis douteux qui pourraient essayer de l'en faire sortir. Non, dit Poirot, je ne pense pas qu'elle ait des amis. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire cela, monsieur Poirot? C'est simplement une impression. Il n'y a pas d'autres éléments nouveaux? Rien qui soit strictement en rapport avec cette affaire. Il semblerait que Miss B ait un peu spéculé en bourse ces derniers temps, et qu'elle y ait perdu pas mal d'argent. J'ignore pourquoi elle l'a fait, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait intéresser notre enquête. Pour le moment, en tout cas. Non, vous avez sans doute raison. Eh bien, je vous remercie infiniment. C'est très aimable à vous de m'avoir téléphoné. Pas du tout, je suis un homme de parole. J'ai bien vu que cette affaire vous intéressait. Qui sait, vous serez peut-être en mesure de me donner un coup de main avant la fin. Cela me ferait très plaisir. Il se peut que je puisse vous aider. Par exemple, en dénichant un ami de cette jeune fille, Katrina. Je croyais vous avoir entendu dire qu'elle n'en avait pas, remarqua l'inspecteur Sims, surpris. Je me trompais, répondit Poirot. Elle en a un.
Avant que l'inspecteur ait pu le questionner, Poirot avait raccroché. Le visage grave, il se dirigea vers la pièce où Miss Lemon était installée devant sa machine à écrire. En voyant son patron approcher, elle retira ses mains du clavier et lui jeta un regard interrogateur. « Je voudrais, lui dit Poirot, que vous vous imaginiez dans une situation donnée. » Miss Lemon laissa tomber ses mains sur ses genoux d'un air résigné. Elle aimait taper à la machine, régler les factures, classer les papiers, prendre les rendez-vous. Par contre, cela l'ennuyait beaucoup qu'on lui demande de faire preuve d'imagination. Mais elle acceptait cette tâche désagréable comme faisant partie de ses fonctions. « Voilà, vous êtes une jeune femme russe, » attaqua Poirot. « Eh bien, » répondit Miss Lemon qui paraissait plus britannique que jamais. « Vous êtes seule et sans amis dans ce pays. Vous avez de bonnes raisons de ne pas vouloir retourner en Russie. Vous servez de femme de peine, garde-malade et dame de compagnie à une vieille demoiselle. Vous êtes soumise et résignée. »« Oui, » dit Miss Lemon docilement, tout en étant totalement incapable de s'imaginer soumise à quelque vieille demoiselle que ce soit. « La vieille dame se prend d'affection pour vous. Elle décide de faire de vous son héritière, et elle vous le dit. » Poirot marqua une pause et Miss Lemon fit de nouveau « oui ». Et puis la vieille dame découvre quelque chose, cela peut être une histoire d'argent. Elle apprend par exemple que vous avez été malhonnête avec elle. Ou cela peut être encore plus grave, vous lui avez donné un médicament qui avait un drôle de goût. Ou bien une nourriture contre-indiquée pour elle. Quoi qu'il en soit, elle commence à vous soupçonner et elle écrit à un célèbre détective. Enfin, au plus célèbre de tous, moi. Je suis censé venir la voir au plus tôt. Les choses risquent alors de se gâter, comme on dit. Il est essentiel d'agir vite. Et c'est ainsi qu'avant même que le grand détective n'arrive, la vieille dame meurt. Et vous héritez de son argent. Dites-moi, est-ce que tout cela vous paraît vraisemblable? Très vraisemblable, répondit Miss Lemon. Enfin, très vraisemblable pour une Russe. Pour ma part, je ne prendrai jamais un emploi de dame de compagnie. J'aime que mes fonctions soient bien définies. Et bien entendu, je n'aurai jamais l'idée d'assassiner qui que ce soit. Poirot soupira. Comme mon ami Hastings me manque. Il avait tant d'imagination. Un esprit si romanesque. Il est vrai qu'il tirait toujours de fausses conclusions. Mais par là même, il me mettait sur la piste. Miss Lemon demeura silencieuse. Elle avait déjà entendu parler du capitaine Hastings, et ce qu'en disait Poirot ne l'intéressait pas. Elle fixait la feuille dactylographiée placée sur sa machine, brûlant d'impatience de se remettre au travail. « Cela vous paraît donc vraisemblable, » dit Poirot d'un air pensif. « Pas à vous ?»« Je crains bien que si, » répondit Poirot en soupirant. Le téléphone sonna et Miss Lemon sortit de la pièce pour aller répondre. Elle revint en disant « C'est encore l'inspecteur Sims. » Poirot se précipita sur l'appareil. « Allô, allô? Que dites-vous » Sims répéta ce qu'il venait de dire. « Nous avons trouvé un paquet de strychnine dans la chambre de la fille, caché sous son matelas. Un de mes agents vient juste de m'apprendre la nouvelle. Cela règle la question, je pense. »« Oui, » dit Poirot. « Cela semble la régler. » Sa voix avait changé d'intonation. Elle avait pris une soudaine assurance. Lorsqu'il eut raccroché, il s'assit à sa table et arrangea les objets disposés dessus, d'un geste machinal tout en murmurant. Quelque chose n'allait pas, je l'ai bien senti. Non, pas senti. Ce doit être quelque chose que j'ai vu. En avant, ma matière grise, réfléchissons posément. Tout était-il normal et logique? La jeune fille, son angoisse à propos de l'argent? Madame de La Fontaine, son mari? Sa question imbécile à propos des Russes? Mais il est vrai que c'est un imbécile. Le salon, le jardin... Ah oui, c'est cela, le jardin. Poirot se redressa sur sa chaise. La petite lueur verte significative brillait dans ses yeux. Il se leva d'un bond et alla dans la pièce voisine. « Miss Lemon, voulez-vous avoir l'amabilité d'abandonner ce que vous êtes en train de faire et de vous livrer à une petite enquête pour moi? » « Une enquête, monsieur Poirot? Je crains fort de n'être pas très doué. » Poirot l'interrompit. « Vous m'avez dit un jour que vous saviez tout des commerçants. »« C'est exact, » répondit Miss Lemon avec assurance. « Dans ce cas, ce que vous avez à faire est très simple. Il vous suffit de vous rendre à Charman's Green et d'y trouver un poissonnier. »« Un poissonnier ?» répéta Miss Lemon, surprise. « Parfaitement, le poissonnier qui servait la villa Rosebank. Quand vous l'aurez trouvé,
Vous lui poserez une question bien précise. » Poirot tendit à Miss Lemon un bout de papier. Elle le prit, en nota le contenu, sans manifester le moindre intérêt. Puis elle hocha la tête et recouvrit sa machine de sa housse. « Nous irons à Charmans Green ensemble, » lui dit Poirot. « Vous, chez le poissonnier, et moi au commissariat de police. Il ne nous faudra qu'une demi-heure depuis Baker Street. » Arrivé à destination, Poirot fut accueilli par un inspecteur Sims très surpris. « Eh bien, vous êtes rapide, monsieur Poirot. Je vous avais au bout du fil il y a seulement 1 heure. J'ai une faveur à vous demander, la permission de voir la jeune Katrina. Quel est son nom déjà? Katrina Reger. Ma foi, je n'y vois pas d'inconvénient. » La jeune fille avait le teint plus olivâtre et l'air plus sombre que jamais. Poirot lui parla avec beaucoup de douceur. « Mademoiselle, je voudrais que vous croyiez que je ne suis pas un ennemi, et je vous demande de me dire la vérité. » Elle lui jeta un regard de défi. « J'ai dit la vérité, je l'ai dite à tout le monde. Si la vieille dame a été empoisonnée, ce n'est pas par moi. C'est une erreur. Vous essayez de m'empêcher d'avoir l'argent. » Elle avait dit cela d'une voix rauque, et Poirot songea, en la regardant, qu'elle avait l'air d'un misérable petit rat acculé dans un coin. « Parlez-moi de ce cachet, mademoiselle, » lui dit-il. « Personne d'autre que vous n'y a touché. »« C'est ce que j'ai dit, non. Le pharmacien les a préparés l'après-midi même. Je les ai rapportés dans mon sac. C'était juste avant le dîner. J'ai ouvert la boîte et j'en ai donné un à Miss Barrouby, avec un verre d'eau. Personne d'autre que vous n'a touché à ces cachets? Non. Un rat acculé mais courageux. Et Miss Barrouby n'a eu pour le dîner que ce qu'on nous a dit, la soupe, le pain de poisson et la tarte. Oui. C'était un oui exaspéré et las. Et l'on devinait au regard sombre de la jeune fille qu'elle n'entrevoyait pas la moindre lueur d'espoir. Poirot lui tapota l'épaule. « Ne perdez pas courage, mon petit. La liberté peut encore être au bout. Oui, et l'argent aussi. Et une vie aisée. » La jeune fille lui jeta un regard incrédule. Lorsque Poirot fut sorti de la cellule et eut rejoint Sims, celui-ci dit « Je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez au téléphone à propos de l'ami qu'aurait la fille. »« C'est vrai, elle en a un. »« Moi, » répondit Poirot. Il avait quitté le commissariat avant que l'inspecteur eût eu le temps de reprendre ses esprits. Lorsqu'ils se retrouvèrent au salon de thé Green Cat, Miss Lemon ne fit pas attendre son patron. Elle alla droit au but. « L'homme s'appelle Rudge. Son magasin se trouve dans High Street, et vous aviez raison. 12 très exactement. J'ai noté ce qu'il m'a dit sur un papier. » Elle tendit celui-ci à Poirot, qui le lut. Rrr. Le son qu'il avait émis ressemblait tout à fait au ronronnement d'un chat. Hercule Poirot prit le chemin de la villa Rosebank. Comme il s'immobilisait au milieu du jardin, le soleil dans le dos, Marie de La Fontaine sortit et vint à sa rencontre. « Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix qui trahissait la surprise, vous êtes revenu? » Comme vous le voyez, Poirot marqua une pause avant d'ajouter. « La première fois que je suis venu ici, madame, cette ronde enfantine a surgi dans mon esprit. Madame Marie, comme c'est joli, comment poussent donc vos fleurs au cœur des coquilles de Clovis et de petites clochettes, avec tout autour de jolies soubrettes. La seule différence, poursuivit Poirot, c'est que ce ne sont pas des coquilles de Clovis, n'est-ce pas, madame? Ce sont des coquilles d'huîtres, précisa-t-il en tendant le doigt. Il vit madame de La Fontaine inspirer profondément et s'immobiliser, le regard interrogateur. « Mais oui, je le sais, lui dit-il en hochant la tête. La domestique a préparé le repas et elle est prête à jurer. Et Katrina aussi, que c'est tout ce que vous avez eu pour le dîner. Seul votre mari et vous savez que vous aviez rapporté 12 d'huîtres. Une petite gourmandise pour la bonne tante. Il est si facile de mettre de la strychnine dans une huître. On la vole comme ça. Mais il reste des coquilles. Il ne fallait pas qu'elles aillent dans la poubelle. La domestique les y aurait vues. Vous avez donc pensé à en faire une bordure de plate-bande. Mais il n'y en avait pas assez. La bordure n'est pas complète. L'effet n'est pas très réussi. Il gâche la symétrie de ce jardin, par ailleurs plein de charme. Ces quelques coquilles d'huîtres ne vont pas dans le décor. Elles ont choqué ma vue lors de ma première visite. Je suppose que vous avez deviné grâce à la lettre, dit Marie de La Fontaine. Je savais qu'elle vous avait écrit, mais j'ignorais ce qu'elle vous avait dit exactement. Poirot répondit de façon évasive. Je savais du moins qu'il s'agissait d'une affaire de famille.
S'il avait été question de Katrina, Miss Barrowby n'aurait eu aucune raison d'agir secrètement. Je suppose que votre mari ou vous-même spéculiez en bourse pour votre propre compte, avec les actions de votre tante, et qu'elle l'a découvert. Marie de La Fontaine hocha la tête. Nous l'avons fait pendant des années, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Je n'aurais jamais cru qu'elle serait assez perspicace pour s'en apercevoir. Et puis j'ai appris qu'elle avait fait appel à un détective. J'ai également découvert qu'elle léguait tout son argent à Katrina, cette misérable petite créature. Vous avez donc mis la strychnine dans la chambre de Katrina? Je comprends. Vous éliminiez le risque pour vous et votre mari que je ne découvre quelque chose et vous mettiez un meurtre sur le dos d'une innocente enfant. N'avez-vous donc aucune pitié, madame? Marie de La Fontaine haussa les épaules et darda sur Poirot le regard dur de ses yeux couleur de myosotis. Il se souvenait de la perfection avec laquelle elle avait joué la comédie la première fois qu'il était venu et des tentations maladroites de son mari. C'était une femme supérieure à la moyenne, mais totalement inhumaine. De la pitié pour ce misérable petit rat, cette petite intrigante, explosa-t-elle, la voix pleine de mépris. Je pense, madame, lui dit lentement Poirot, que seules deux choses ont compté dans votre vie. La première est votre mari, il vit ses lèvres se mettre à trembler, et l'autre, c'est votre jardin. Il regarda autour de lui, de l'air de s'excuser auprès des fleurs, de ce qu'il avait déjà fait, et surtout pour ce qu'il allait devoir faire. Fin.